Vous aviez envie de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans notre cerveau. Daniel Tricht, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'université et vous avez écrit ce livre avec Jean Mariani, Sexe et violence, comment le cerveau peut tout changer, aux éditions du Seuil. Alors, le titre laisse à penser que c'est formidable, on va pouvoir tout changer. C'est quand même, quand on lit le livre, sincèrement, ça m'a beaucoup intéressé. Hein. C'est un livre très, très précis où, évidemment, les neurosciences ont beaucoup fait avancer la compréhension de ce qui se passe. Hein. Mais c'est un livre... un peu pointu quand même. Hein. Mais non, le cerveau peut pas tout changer. Ah oui, non, le cerveau peut pas tout changer, mais il peut aider à changer les choses. Je veux dire, le cerveau, par ses formidables capacités intellectuelles, ses formidables propriétés, est tout à fait susceptible, capable d'aider à comprendre ce qui se passe dans le cadre des violences sexuelles, et connaissant les mécanismes, les processus qui sont mis en jeu, eh bien, peut aider sans aucun doute. Il ne s'agit pas de changer le cerveau. Pardon, il ne s'agit pas de changer le cerveau. Il ne s'agit pas de changer le cerveau. Il s'agit de comprendre son fonctionnement pour pouvoir ensuite, eh bien, lutter contre les violences sexuelles, en particulier les violences sexuelles et les violences peut-être d'une manière générale. Alors, je vais commencer un peu par la fin du livre, d'ailleurs, Daniel Tricht, mais c'est intéressant parce que j'ai déjà bien étudié ça et les avis des anthropologues sont assez différents. On descend des bonobos, des chimpanzés, en tout cas, on a des ancêtres communs. Les bonobos sont dans le sexe paisible, l'amour, etc. Les chimpanzés sont particulièrement agressifs avec leurs femelles, etc. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment de qui on descend, finalement. Il y a certains disent que c'est plutôt des chimpanzés, mais il n'y a pas de certitude. Je ne suis pas anthropologue, donc je ne vais pas vous répondre précisément à cette question. C'est dans la... Je ne suis pas sûre qu'on soit d'ailleurs dans la lignée des chimpanzés et des bonobos. Mais il est vrai que... Mais en tout cas, vous dites bien, rien ne permet de savoir à quoi ressemblait l'ancêtre commun à ces deux espèces proches. Exactement, exactement. Et pourtant, ces deux espèces ont des comportements totalement différents. Autant les chimpanzés sont agressifs, autant les bonobos règlent leurs problèmes grâce aux relations sexuelles. C'est-à-dire, les relations sexuelles qu'ils établissent, ce sont des relations tout à fait... Ils ont une sexualité complètement débridée, hein, je veux dire, un peu comme l'espèce humaine. Toutes les positions sont possibles, ils s'accouplent tout à fait en dehors des périodes de reproduction, ils utilisent le French kiss, enfin je veux dire, c'est vraiment... Oui, et dès qu'il y a un petit peu une tension, etc. La grosse différence avec finalement les chimpanzés et même l'espèce humaine, c'est que c'est les femelles qui c'est les femelles, je sais pas excusez-moi, c'est les femelles qui sont, c'est une société matriarcale. C'est pas une société patriarcale. Et ça, c'est vraiment une différence de taille et de poids dans l'expression des violences. Autant dans les sociétés matriarcales, il n'y a pas que les bonobos, il y a d'autres sociétés matriarcales où, en effet, en général, les violences, et en particulier les violences sexuelles, s'expriment, sont pas inexistantes, mais je vais dire, elles sont vraiment énormément moins importantes que dans les sociétés patriarcales. L'homme naturellement est plus violent que la femme. Enfin, je veux dire. Oui, tout à fait. Au sens large du terme, hein, au sens tout à fait, dans l'agressivité positive. Aussi bien dans l'agressivité positive que dans l'agressivité. Et d'ailleurs, dans la sexualité, il a besoin d'être agressif, sinon il pénètre pas. Hein. Me regardez pas comme ça, Patrick Baquet. Je suis pas en train de dire que vous êtes quelqu'un de violent. Je suis en train de dire. Moi, j'arrive à faire l'amour sans être agressif. Oui, mais au sens pénétrant. La pénétration est quelque chose d'actif. Pour pas utiliser le mot agressif. Alors, ce que je trouvais très intéressant et qui va certainement passionner nos auditeurs, c'est que les phénomènes de violence et l'activité sexuelle, ça met en jeu les mêmes structures et les mêmes acteurs de régulation dont les hormones, la dopamine et la sérotonine. Oui, tout à fait. Ça explique pas mal de choses quand même. Hein.
Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est un système vraiment très 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 compliqué, qui est constitué de 100 milliards de neurones, c'est-à-dire autant d'étoiles que dans la Voie lactée, et que chacun de ces neurones se connecte, interagit, établit à peu près 1000 connexions avec chacun d'autre. Donc on est là dans un réseau vraiment très 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 complexe, très compliqué, et que ce réseau, finalement, sa caractéristique profonde, c'est qu'il est dynamique. C'est-à-dire que c'est pas un ordinateur qui est câblé et ça y est, c'est fini. Ça bouge sans arrêt, quoi. Ça bouge sans arrêt. Il est sous l'influence énormément de facteurs, des facteurs internes propres à l'individu. Quand vous avez faim, certaines personnes deviennent agressives. Le microbiote, par exemple, on a montré que ça influe énormément sur le fonctionnement du cerveau, les protéines du soi, etc. Mais aussi, il est très très susceptible à tout l'environnement. Mais l'environnement sensoriel, bien sûr, mais aussi l'environnement sociétal qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du cerveau. Et donc, c'est toutes ces composantes qui interagissent les unes sur les autres sur ce réseau de neurones qui s'adaptent en permanence. Et c'est là où peut-être l'espoir c'est comme il est capable de s'adapter à toutes les circonstances si on lui donne les bonnes clés, si on le met dans un certain contexte, je vais dire à la fois sociétal, politique, etc. On peut espérer modifier. Ce qui voudrait dire finalement, Daniel Tricht, c'est que si on s'intéressait plutôt encore à l'éducation aux enfants, etc., on améliorerait largement la société. Sans aucun doute. Moi, ça a toujours été ma certitude. Non, mais sans aucun doute. Je crois que la clé est là. Il faut faire des choses, bien évidemment, au niveau des violences qui existent pour soigner, encadrer, prévenir, etc. Mais le cerveau d'un enfant et d'un adolescent est justement particulièrement plastique, malléable. C'est là où se mettent en place les réseaux, c'est là où toutes les modifications, où les hormones jouent un rôle absolument essentiel. Et donc, et peut-être pour faire une petite incidence, la testostérone joue un rôle absolument fondamental dans la fabrication, dans l'agencement, dans le fonctionnement de ces réseaux. Et il y a une sexualisation du cerveau, sans aucun doute. C'est un très vieux débat. Vu globalement le cerveau de la femme et de l'homme, il n'y a aucune différence. Il y en a des petits, des gros, etc. Mais je veux dire, au niveau justement de ces connexions entre neurones, à ce moment-là, les hormones jouent, entre autres avec tous les autres facteurs, jouent un rôle dans la sexualisation du cerveau. Et il y a des expériences très très intéressantes qui ont montré et qui ont fait à l'aide de techniques vraiment très performantes, qui sont relativement assez récentes, qui ont été effectuées chez les animaux, bien sûr, qu'on ne peut pas effectuer chez l'homme, pour des raisons éthiques évidentes, qui ont mis en relation le rôle de la testostérone sur des neurones très très particuliers, d'une petite structure qui fait le bout de mon pouce dans le cerveau, et l'expression des violences et des violences sexuelles en particulier. Donc ça, c'est vraiment c'est des expériences qui montrent indubitablement que la testostérone, les hormones sexuelles, jouent un rôle dans l'expression de ces violences, et qui peut expliquer tout au moins en partie que les hommes sont plus violents que les femmes. Oui, dans ce que vous avez dit, je retiens deux, trois choses qui nourrit ce que je suis persuadé, quoi. C'est-à-dire que l'environnement est capital. Capital. Et également le clan. La communauté capitale. Oui. Donc, dans les sociétés traditionnelles, on va voir que la violence va être canalisée parce que, par exemple, j'ai vécu chez les Pygmées en forêt équatoriale. J'ai quand même passé un peu plus d'un mois là-bas avec eux, complètement isolé du monde. Et en fait, le clan ne peut pas se permettre. Le clan des Pygmées, ils sont une centaine à peu près. Oui. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une seule personne qui est dysfonctionnelle dans le clan, parce que ça met en péril la totalité du clan.
Donc la totalité de la communauté va prendre en charge celui qui est déficient ou celle qui est déficiente. S'il y a une cérémonie qui est faite, l'ensemble de la communauté participe. Mais on voit bien que la dislocation des familles a augmenté la violence dans la société. Tout à je veux dire, ce que vous dites est intéressant. On voit aussi que l'environnement, c'est vivre dans la nature, justement, va pacifier. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins sollicité. Le cerveau est sans doute beaucoup moins sollicité. Et on voit aujourd'hui que nos adolescents, nos enfants, sont sollicités d'une manière exagérée par tout ce qui est les écouteurs, la musique, les réseaux sociaux, qui les coupent totalement. Oui, ça, on rentre dans le domaine artificiel. Alors, on va revenir, on va faire une petite pause, Patrick Daquet, non, je vous en prie, et on va vous retrouver, Daniel Tritsch, et vous allez nous parler de l'erreur de Descartes, parce que ça, c'est quand même quelque chose, moi, qui depuis longtemps me passionne. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on a fait une émission paisible, on a fait une émission dans la nature, on a fait une émission sans violence. Et on va conclure, évidemment, avec vous, Patrick Daquet, chaman, et avec Daniel Tritsch, chercheuse et surtout autrice, de ce livre « Sexe et violence, comment le cerveau peut tout changer ». C'est aux éditions Seuil, vous l'avez écrit avec Jean Mariani. Et alors, je voulais qu'on revienne justement sur l'erreur de Descartes. Enfin, c'est un peu une façon de parler. Hein. C'est un livre d'Antonio Damasio, mais vous parlez, et moi, ça m'intéresse beaucoup, cette histoire d'insula. Cette partie du cerveau. Hein. Oui, c'est une structure qui met une émotion, traduit en émotion les perceptions somatiques. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas moi, dans l'exemple du livre, on prend une crème au chocolat, vraiment. Chez certaines personnes, voilà, ça, tout de suite, ça évoque un plaisir, quelque chose comme ça. Chez d'autres, bon, c'est plutôt une expression de dégoût. Donc, il y a une structure, cette structure dans le cerveau va traduire ces visions, je vais dire somatiques, ça peut être des visions sensorielles, ça peut être gustatives, olfactives, ça peut être tout ce qui arrive justement à votre cerveau, en une émotion qui va permettre à ce moment-là, eh bien, de transformer et de mettre un affect derrière ces images, et ce qui est vrai aussi dans la sexualité, c'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui, je sais pas, vous alerte parce que elle est jolie, parce qu'elle a de jolies jambes, parce que moi ce sera plutôt un homme. Hein. Oui, moi excusez-moi, aussi, hein, mais moi aussi, c'est assez clair. J'ai des jolies jambes. Non, mais la personne en tout cas qui attire votre regard pour une raison ou pour une autre, vous allez éprouver eh bien un sentiment d'intérêt, une certaine émotion, une certaine qui va entraîner ensuite dans d'autres structures. Est-ce que j'ai envie de la séduire? Est-ce que je vais la séduire? Comment je vais m'y prendre? Y a-t-il des risques? Quels sont les bénéfices? Vous voulez dire finalement, Daniel Tritsch, c'est même pas raisonné, quoi. C'est presque instinctif. Enfin, il y a des gens qui raisonnent plus ou moins, qui contrôlent plus ou moins justement toute. Mais la première réaction, elle est émotive. Elle est émotive. Elle est émotive. Ensuite, bon, quand on s'adresse au circuit des émotions qui comprennent un nombre incalculable de structures dans le cerveau, à ce moment-là, il y a tous des processus de régulation qui vont analyser cette émotion pour savoir quelle suite on va lui donner. Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on ne l'oublie pas? Est-ce que on va donner suite? Enfin, et on peut penser que chez quelqu'un, une personne violente, justement, il manque cette capacité ensuite à... c'est chez une personne... alors là, c'est des spéculations, hein, parce que chez une personne violente, on peut, par exemple, penser que cette personne, je sais pas, imagine que la personne en face de lui a un mauvais regard ou a une mauvaise attitude ou manifeste quelque chose qui fait que, il se sent agressé. Et donc, la réaction émotive, c'est de dire, oh là là, nanana, et ça
à ce moment-là, il y a les autres, ce contrôle, un contrôle inhibiteur de cette réaction agressive, chez certaines personnes ne se fait mal, et ça enclenche le processus. Je voudrais vous poser une question. Je vous en prie. Quel est le lien, selon la neurologue que vous êtes, entre le cœur et le cerveau, l'empathie, quoi, qui peut... voilà, comment on peut l'empathie, Oui. c'est un très vaste sujet. L'empathie qui a été, enfin pour un, je dirais un scientifique, il y a des définitions assez précises de l'empathie. Il y a l'empathie. Je veux dire, je vous donne une tape dans le dos parce que mon pauvre ami, vous avez des soucis, mais ça va aller mieux. Bon, ben ça c'est c'est des choses comme ça. Mais vous avez aussi il y a des études américaines qui ont été réalisées sur le sujet, sur des gens qui montraient une très très forte empathie. Qui étaient capables de donner un rein à des gens qui ne connaissaient pas, qui sont lors d'un accident de voiture, d'aller secourir une personne et puis de partir sans laisser d'adresse, sans demander de remerciements, etc. Eh bien, on a montré que l'empathie était un facteur, enfin le manque d'empathie plutôt, était un facteur essentiel aux mécanismes mis en jeu dans les violences sexuelles. Les agresseurs sont des gens qui manquent totalement d'empathie. Et alors, comment pouvez-vous expliquer ça au niveau du cerveau, alors ? Mais on l'apprend dans l'enfance, j'imagine, l'empathie Oui, on l'apprend dans l'enfance, bien sûr. Il y a l'éducation qui joue un rôle fondamental dans l'empathie. Il me semble, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, il y a des gens qui l'ont d'une manière beaucoup plus spontanée, naturelle que d'autres. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait faire partie justement de l'éducation. Parce que l'enfant, par exemple, quand il joue à arracher les ailes d'une mouche ou etc., s'il a des parents qui lui disent « attends, tu lui fais du mal », ça doit plutôt réveiller l'empathie que... Non, enfin, je sais pas, la perception de la violence chez un enfant est différente. Enfin, je veux dire, il n'a pas encore toutes les structures. Mais c'est justement la manière dont le parent va l'éveiller à cette violence qu'il va peut-être... Tout à fait. Et je voudrais peut-être signaler un point important. C'est chez les enfants, le développement du cerveau, toutes les structures ne se développent pas au même niveau. Et même à l'adolescence, c'est pas encore fini. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Certaines structures, en particulier, c'est la structure là qu'on a appelée au niveau de l'avant du cortex, qui ne devient vraiment mature qu'à l'âge de 20-25 ans. Et chez les enfants, c'est au début l'un des premiers circuits structures qui se mettent en place. Ce sont des structures qui sont liées à l'émotion. Bien sûr. Donc, il arrache des ailes. Il a pas il a des émotions, mais c'est plus des questions de curiosité. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je sais bien, mais c'est important que les auditeurs l'entendent bien, parce que les enfants sont des êtres dans l'émotion uniquement, et d'où la nécessité de bien comprendre ça et de ne pas raisonner. On ne dit pas à un enfant, on ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte. Tout à fait. Et c'est ce qu'on oublie peut-être un peu aussi, je trouve, actuellement dans l'éducation des enfants. On leur parle comme... Oui, tout à fait. Est-ce que c'est identifiable dans le cerveau, le manque d'empathie? Est-ce qu'on a localisé? Il y a des structures qu'on a localisées qui, en effet, participent plus particulièrement à ce genre de En tout cas, c'est vraiment un livre passionnant, sexe et violence, avec un S, parce qu'il y en a beaucoup des violences. Oui, il y avait encore beaucoup de choses à dire. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Danielle Tricht. Merci à vous, madame. Merci. Patrick Daquet, donc ce 13e festival de chamanisme, c'est je ne dis pas où, puisque c'est complet, c'est du 27 au 30 avril 2023. Les chamans, ils sont évidemment débordants d'empathie, parce que ils sont en relation avec la nature. Voilà, c'était une émission qui vous ouvrait, j'espère, à votre propre nature. Et comme je l'ai dit en début d'émission, si vous voulez que le monde change, eh bien, changez votre monde intérieur. Merci à tous. Vous retrouvez C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Vincent Hupertan. On va se poser la question, justement, sur le désir masculin. Ça, c'est une vraie question. Il paraît que les hommes sont en panne de désir aussi aujourd'hui. On va essayer de réveiller la bête. Merci beaucoup, Brigitte.